Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire spécial que nous avons organisé en collaboration avec le groupe Concevant en solo. Aujourd'hui, nous serons rejoints par Bijou Lindera, qui dirige le collectif Concevant en solo, et le docteur Federica Mofa, directrice médicale de la clinique Fertilab Barcelona. Ce webinaire a pour titre « Quelle technique de PMA choisir pour devenir maman en solo ?» Et je vais vous expliquer comment pouvez-vous adresser vos questions au docteur. Donc, c'est très facile. Dans la section questions, vous devez écrire vos doutes. Donc, c'est très important seulement dans la section questions. Vous verrez qu'il y a un chat qui ne sera utilisé que pour interagir entre vous. Donc, ce n'est pas dans cette section où vous devez poser vos questions. Donc, les questions que vous posez au médecin seront totalement confidentielles et aucun participant ne pourra les voir. Donc, merci beaucoup. Et je cède donc la parole à Bijou Lindera. Merci Bijou. Bonsoir tout le monde, bonsoir les filles. Je suis donc la créatrice du groupe Concevoir en solo et l'écrivaine du livre Concevoir en solo, croire en sa capacité d'être mère. Je suis moi-même maman solo de 2 enfants et ma petite dernière aura 11 mois aujourd'hui. Donc les 2 enfants que j'ai eus en solo. J'ai organisé ce webinaire avec Fertilab pour vous, les filles, pour vous donner l'opportunité que je n'ai pas eue d'avoir un médecin spécialisé qui réponde à vos questions sur la PMA en solo. Lors de mon premier bébé en solo qui date de 6 ans, il y avait sur le net beaucoup trop d'informations et parfois de la désinformation au sujet de la PMA en solo, des solutions plus que douteuses. Donc, j'espère que vous aurez le temps de poser un maximum de questions et j'en ai aussi rassemblé pour les membres du groupe qui n'ont pas pu se joindre à nous. Sans plus tarder, je laisse la parole au docteur Mofa, que je remercie énormément au nom du groupe Concevoir en solo de prendre son temps gratuitement pour nous aider dans ce parcours du combattant. Merci Bijou, c'est toujours un plaisir de participer à un webinaire parce que, comme Bijou l'a dit, les informations parfois, c'est même trop d'informations et je veux surtout passer le message que concevoir un enfant en solo avec l'aide des professionnels, c'est possible et que nous, on va tout faire pour donner de l'aide professionnelle, mais à la fois très humain, parce que surtout quand il faut se déplacer à l'étranger, et en plus qu'on fait ça toute seule, ça peut être dur, ça peut être aussi, ça fait peur, mais le plus simple est mieux. Voilà, donc sur les diapositives, voilà, on passe sur Fertilab. Certains peut-être connaissent déjà notre clinique. On est basé à Barcelone. C'est une clinique qui existe depuis plus que 25 ans et ce n'est pas par hasard que c'est une biologiste qui a fondé la clinique. Donc, on est vraiment très orienté aussi aux meilleures techniques de laboratoire et sur la personnalisation des traitements. Et donc, si on passe directement au type de technique qu'on peut utiliser, évidemment, en fonction aussi de chaque cas, de l'âge de la patiente, on pourra avoir accès à des traitements avec donneur de sperme. Nous, à Fertilab, on a une banque de sperme, donc on a nos propres donneurs qui sont testés, qui sont sélectionnés et qu'on peut apparier à la femme receveuse de la manière la plus correcte possible. Donc, la technique la plus simple pour arriver à concevoir avec un donneur de sperme, si on a un certain âge et surtout si on a aussi les trompes qui sont ouvertes, c'est évidemment l'insémination. C'est la technique plus simple possible. C'est remettre la patiente dans la même condition de concevoir comme si c'était une grossesse spontanée. Après, on peut aussi utiliser le don de sperme sur la fécondation in vitro et finalement avec le don d'embryon. Je vais passer les diapositives. Voilà.
je reviens voilà, sur la fécondation in vitro avec don de sperme ou la fécondation in vitro avec double don d'ovocytes et don de sperme. Donc, les traitements, on va les choisir en fonction de chaque cas. Il y a des paramètres qui jouent beaucoup sur le choix du traitement, c'est-à-dire l'âge de la patiente, hein, son parcours, si elle a déjà eu des grossesses précédentes, s'il y a des soucis au niveau de l'utérus, de l'ovaire, des trompes, hein, et s'il y a aussi des soucis au niveau de la génétique. Tout ça parce qu'il faut offrir à chaque patiente le meilleur taux de réussite avec la sécurité aussi de pouvoir concevoir un enfant en bonne santé avec des probabilités de réussite convenables. Hein? Parce qu'effectivement, appliquer une technique correcte pour chaque patiente, c'est-à-dire individualiser les traitements, c'est la clé pour pouvoir arriver à voir le bébé avec un délai pas trop long et avec des résultats excellents. Voilà les différentes techniques et donc voilà une vision un peu générale hein, à partir des techniques plus simples celles qui sont un peu plus poussées. Merci beaucoup, Dr Moffat. Alors, donc, nous avons la première question. Je vous lis. Bonsoir, j'ai 42 ans. J'ai 2 échecs de FIV avant transfert malgré une bonne réserve ovarienne. Dois-je obligatoirement passer par un double don? Merci. Si je comprends bien, échec avant transfert, ça veut dire qu'on n'est même pas arrivé à obtenir des embryons pour le transfert. Donc, effectivement, même si la réserve ovarienne est bonne, on n'arrive pas à obtenir une fécondation et des embryons pour le transfert, je pense que pour augmenter ses chances vis-à-vis de l'âge, le double don, ça va augmenter les possibilités. Il faut voir si on veut tenter une 3e stimulation, essayer de faire, comme je disais, un diagnostic préimplantatoire, mais la probabilité d'arriver à un transfert sur un 3e cycle, je la calcule très faible. Hein. Donc, peut-être que passer au double don, c'est la meilleure stratégie. Merci beaucoup, Dr Moffat. Alors, j'ai lu la suivante question. J'ai eu 4, c'est la même personne. J'ai eu 4 embryons la première fois avec arrêt de développement et la dernière, aucun embryon. Donc, oui, je pense que tenter une 3e stimulation, le risque de ne pas arriver au transfert, c'est très élevé et donc c'est simplement un acharnement sur une stimulation qui ne va probablement pas donner un embryon de bonne qualité. Ouais. Merci beaucoup, Dr Moffat. Alors, question suivante. Bonjour, j'ai congelé mes ovocytes chez vous à 40 ans, 18 ovocytes, et j'aimerais être maman dans 1 an, 42 ans. Quelle technique est la meilleure pour moi? Merci. Bah, évidemment, comme à l'âge de la congélation, au moment de la congélation, l'âge était 40, hein, probablement, la meilleure technique qu'on va appliquer, c'est décongeler les ovocytes, féconder avec sperme de donneur, amener les ovocytes fécondés à blastocystes et leur faire un test du DPI, c'est-à-dire tester les chromosomes. Parce qu'on sait que statistiquement, une partie des embryons liés à l'âge de l'ovule peuvent avoir des problèmes des chromosomes. Donc, la technique plus adéquate, ce sera décongélation des ovocytes, fécondation et diagnostic préimplantatoire. Merci beaucoup, Dr Moffat. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions sur la section questions. Nous avons une dame qui nous demande quel avenir sur l'anonymat de don de sperme? J'aimerais que mon bébé puisse connaître son père.
Merci. Alors, pour ce qui concerne l'anonymat en Espagne, pour l'instant, la loi, disons qu'elle est celle qu'on a depuis des années et il n'y a pas une prévision qu'on puisse changer la loi. Et même le jour qu'on changerait, je ne suis pas sûre qu'il y aurait une rétroactivité, c'est-à-dire que c'est possible que si on fait du don de sperme en Espagne, qu'on ne va jamais pouvoir accéder à l'identité du donneur. Donc, si on veut accéder aux dons de sperme non anonymes, il faut s'adresser à des pays dont il n'y a pas d'anonymat sur le donneur. Merci beaucoup, Dr Moffat. Question suivante. Bonsoir. Combien de temps séjour pour un double don? Y a-t-il un traitement préalable à faire en France? Merci. Combien de temps pour un double don? OK. Voilà, pour un double don, il y a, disons, un temps qui se passe à Barcelone sur la sélection et l'appariement de donneurs, le cycle de fécondation de donneurs. Et une fois que le cycle est complété et qu'on a obtenu les blastocystes, la patiente receveuse, elle va se préparer normalement, nous, si la patiente a des cycles réguliers, on fait ça sur cycle naturel. Et la patiente, elle doit se déplacer simplement le jour du transfert. Elle n'est pas censée être à Barcelone, évidemment, ni pour le cycle des donneurs qu'on fait avant, ni pendant la préparation au transfert. On peut faire tout ça en France avec son gynéco. On envoie les résultats et ici à Barcelone, on déterminera le jour pour le transfert. Donc, c'est nécessaire en une seule journée pour le transfert. Je vous remercie, Dr Moffat. Question suivante. Alors, bonsoir, j'ai 34 ans. J'ai un petit kyste bénin au niveau d'un sein que je fais contrôler régulièrement. Je veux me diriger vers une FIV. Est-ce que la stimulation peut avoir des effets sur mon kyste? Merci beaucoup. Alors, en principe, un kyste bénin, il ne devrait pas spécialement se modifier pendant les stimulations. C'est-à-dire que parfois, des fibroadénomes, j'imagine que c'est un fibroadénome, ils peuvent aussi, pendant la stimulation, un peu comme pendant les phases du cycle, ils peuvent changer un peu de dimension. Ça suffit le contrôler par échographie éventuellement. Si la patiente, elle voit qu'il y a un changement de dimension, on peut contrôler tout au long de la stimulation, mais ce n'est pas une contre-indication pour faire une FIV.